Bienvenue sur notre chaîne. Merci de regarder et de vous abonner. Nos statistiques ont déjà commencé à s'améliorer, mais malgré cela, 89% de nos spectateurs regardent sans s'abonner. Je fais de mon mieux pour vous, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en likant. Cela nous aidera à continuer à grandir et à créer un contenu encore plus intéressant pour vous. Je suis Grand Austère. Alors que je poursuivais mon diplôme de MC en chimie à l'école supérieure, j'ai croisé Laura. Je suis tombé amoureux instantanément. Il a fallu environ 6 mois à elle, juste avant d'obtenir son MA en histoire de l'art, pour me rendre l'appareil, mais cela s'est produit. Bien que ni l'un ni l'autre d'entre nous ne soit particulièrement expérimenté, en ce qui me concerne, notre vie au lit était excellente, et elle n'a jamais exprimé de plainte. Nous nous sommes mariés moins d'1 an après sa graduation en MA, nous procurant des emplois dans la même ville. Elle enseignait dans un collège communautaire tandis que j'enseignais à temps partiel dans une université publique et travaillais à temps partiel avec une entreprise de conseil scientifique. Après 3 ans de mariage, j'ai quitté l'université et travaillé à temps plein en tant que consultant, me spécialisant dans les explosifs. L'un de mes clients était le gouvernement fédéral, et pendant la naissance de notre première fille Angela, mon travail pour le gouvernement impliquait des déplacements fréquents. Je comprends que cela a été difficile pour Laura, mais j'ai proposé de quitter pour un emploi d'enseignant à temps plein dans un collège local qui m'avait essayé de recruter plusieurs fois. Cependant, Laura appréciait les avantages financiers de mon emploi et le style de vie qu'il nous offrait, m'encourageant à persister. Son mantra souriant était « Je peux survivre, je suis autonome ». Même avec la naissance de notre deuxième fille Grace, 2 ans après Angela, mes déplacements ont persisté. J'ai de nouveau suggéré un changement de carrière, mais Laura a insisté pour que je reste consultant, compte tenu des responsabilités supplémentaires liées à l'éducation de 2 enfants. Lorsque nos filles ont eu 5 et 7 ans, mon emploi du temps s'est assoupli, ce qui a permis à Laura de reprendre le travail. Elle a obtenu un poste administratif à l'université locale, principalement affilié au collège des arts libéraux. Pour des raisons que je n'ai jamais totalement comprises mais qui ne me dérangeaient pas car cela lui apportait de la joie, Laura a développé un vif intérêt pour la photographie. Nous avons maintenant plus d'une douzaine d'albums chroniquant nos vies avec les enfants. Pendant ce temps, Laura a développé un intérêt inattendu pour d'autres langues, en particulier l'italien. Elle voyageait parfois pour son travail, notamment à Chicago, où elle assistait à des réunions avec des bienfaiteurs, des professeurs visiteurs et l'Institut d'art. De plus, elle visitait Gina, une amie de l'université qui avait été étudiante d'échange en Italie et qui travaillait maintenant à Chicago. Lorsque nos enfants avaient 8 et 10 ans, les activités terroristes mondiales ont rendu mes compétences particulièrement précieuses pour le gouvernement fédéral. J'ai été recruté pour travailler à temps plein pendant une période de 2 ans, impliquant de nombreux déplacements. Avant d'accepter la mission, j'en ai longuement discuté avec Laura, car cela nécessiterait plus de déplacements pendant cette période, et possiblement plus longtemps, avec des absences occasionnelles dépassant 1 mois. Laura m'a encouragé à accepter, disant qu'elle et les filles me manqueraient mais seraient bien. Malheureusement, ma mission gouvernementale signifiait que j'étais absent pendant 2 Noëls consécutifs. Quand Grace avait 9 et 10 ans, et Angela 11 et 12, ce qui était déchirant. Laura a emmené les filles visiter Gina à Chicago pendant ce temps. J'ai maintenu un contact téléphonique quotidien avec eux tout au long de leur visite d'1 semaine, et elles semblaient contentes. Les proches de Gina, y compris des enfants de l'âge de nos filles, étaient également présents. Juste avant Thanksgiving, après plus de 2 ans à fournir mon expertise pour combattre le terrorisme, je suis revenu au conseil à temps plein avec des déplacements minimes. Laura a continué à voyager occasionnellement. Généralement environ 1 fois par mois pendant 2 ou 3 jours, principalement à Chicago. J'ai assumé avec plaisir tous les devoirs parentaux pour Grace et Angela lorsqu'elle était absente, bien qu'elle l'accompagne parfois. Il était prévu que les filles se rapprochent de leur mère, et bien que j'entretenais de bonnes relations avec Grace et Angela, elles se confiaient rarement à moi ou ne cherchaient pas mon avis sur des questions personnelles, contrairement à leur ouverture avec Laura. Cela ne me dérangeait pas beaucoup, sauf pour une chose. Elles ne partageaient jamais leurs expériences, ni n'étaient aussi bavardes à propos de leur voyage avec leur mère à Chicago. Bien que non repliées sur elles-mêmes, elles ne fournissaient jamais d'informations de leur propre chef et changeaient souvent joyeusement de sujet. Juste avant que Grace, âgée de 18 ans, ne parte pour une université hors de l'État et qu'Angela soit en 2e année dans une autre université hors de l'État, Laura a connu une période difficile. En voyant ses larmes à plusieurs reprises, j'ai demandé la cause. Elle l'a attribuée à son sentiment de vide. Et a suggéré une virée shopping à Chicago avec les filles.
Le voyage a été planifié à la hâte et semblait nécessiter plusieurs longues conversations téléphoniques avec Gina, en italien. Comme je ne comprenais pas l'italien, j'ai accepté le compte-rendu de Laura sur les détails sans en douter, malgré son émoi inhabituel dans les jours précédant leur départ. Laura est revenue de Chicago après 3 jours supplémentaires, affichant une attitude plus positive, bien qu'elle ne soit pas entièrement revenue à la normale. Cependant, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le nombre limité d'achats qu'elles ont rapporté de leur virée shopping. En m'enquérant, j'ai appris que certains articles seraient expédiés plus tard, y compris ceux envoyés directement aux adresses universitaires des filles. J'ai cependant remarqué un changement positif dans ma vie intime, qui n'avait jamais été problématique, sauf lors de mes longues absences où je suis resté fidèle à Laura. L'amélioration a coïncidé avec le départ de Grace pour l'école. J'attribuais ce changement positif à Laura et à moi qui devenions plus proches en tant que nez vide, savourant une augmentation des rapports intimes. Ensuite, l'événement décisif de mon histoire s'est déroulé. J'ai pris une pause inopinée du travail autour de midi un jeudi sans en informer Laura, qui était à son bureau habituel. Préparant initialement à jouer 9 trous de golf, mes projets ont été contrariés par la pluie. Néanmoins, je me préparais pour notre anniversaire à venir et voulais surprendre Laura avec une fête. Pour exécuter ce plan, j'ai consulté un planificateur d'événements. Vers 15 heures, un livreur est arrivé avec une caisse en bois marquée fragile. Utilisant un diable, il l'a amenée en haut des 4 escaliers de notre maison. La caisse était adressée à Laura, et après avoir signé, nous l'avons placée dans le salon avec l'étiquette ce côté vers le haut affichée correctement. La livraison de la caisse m'a semblé inhabituelle, et je ne pouvais pas comprendre son contenu. En examinant l'adresse de retour qui indiquait « Romano Photography Studio », avec une adresse située dans le centre-ville de Chicago, j'ai appelé Laura au travail pour l'informer de la livraison. Au départ silencieuse, elle a mentionné qu'il s'agissait d'un travail, qu'elle aurait dû être envoyée à son bureau, avec un plan pour que quelqu'un aide à la porter au bureau le lendemain. Bien que cette explication paraissait rationnelle, 3 facteurs ont suscité des suspicions. Le silence prolongé au téléphone, inhabituel pour la bavarde Laura. Son ton autoritaire tout en ordonnant de ne pas l'ouvrir, associé à une voix stressée, et enfin, son attitude généralement tendue. Intrigué, j'ai pris des photos de la caisse et saisi les informations d'adresse de retour dans mon ordinateur portable. Ah! L'arrivée de Laura après le travail, elle a inspecté la caisse en hâte, semblant méfiante d'un éventuel détournement. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il y avait à l'intérieur, elle est devenue vague et distante. Sensant quelque chose d'anormal, j'ai proposé de l'aider à l'ouvrir, non seulement pour être utile mais aussi pour évaluer sa réaction. Cependant, elle a insisté pour l'inspecter au travail pour des dommages éventuels et une demande d'indemnisation possible. Le lendemain matin, avant de partir pour le travail, 2 membres du personnel de maintenance de son université ont soigneusement déplacé la caisse dans une camionnette scolaire sous la supervision de Laura. Lorsque j'ai partagé mon enthousiasme concernant l'exposition scolaire, j'essayais vraiment d'évaluer la réaction de Laura. Elle évitait le contact visuel et hésitait, mentionnant incertainement qu'elle n'était pas sûre si c'était le but, mais me rassurant qu'elle me tiendrait au courant si elle décidait d'une exposition, le fait qu'elle balbutie 2 fois en l'espace de 14 heures pour aborder le même sujet, quelque chose d'inhabituel pour la généralement éloquente Laura, ne faisait qu'accroître ma curiosité encore plus. Si cela ne m'avait pas intéressé, je ne savais pas ce qui le ferait. Le 5e aspect qui m'inquiétait et soulevait des suspicions était le silence subséquent de Laura concernant la mystérieuse caisse. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, depuis l'arrivée du colis énigmatique, j'ai rassemblé la plupart des informations disponibles sur le Romano Photography Studio. Cette entité servait de façade commerciale américaine pour le photographe de renommée mondiale, Piero Romano, quelqu'un que j'avais peut-être vaguement entendu parler auparavant. Étonnamment, Laura, malgré ses fréquentes discussions sur les artistes et les photographes dans le cadre de son hobby photographique et de son travail universitaire, ne l'avait jamais mentionné. Piero Romano avait un style distinctif, la plupart de ses photos affichant à la fois un réalisme photographique authentique et divers effets. Il excellait dans les techniques photographiques traditionnelles comme le flou radial, le flou, le panoramique, la règle des tiers et l'exposition longue, combinant souvent plusieurs effets dans une même photo. De plus, il était le seul praticien d'un effet unique nommé d'après lui, Romano Abilità Artistica, se traduisant librement par l'art de Romano. Bien que difficile à décrire par mots, ma tentative serait de dire qu'il rend certaines caractéristiques super réalistes, tandis que les adjacentes apparaissent floues, avec des changements de couleur ou d'ombre à l'intérieur du même objet. Cependant, cette description laisse à désirer pour capturer sa vraie essence.
Bien que beaucoup d'informations sur Pierrot étaient intellectuellement et artistiquement intrigantes, deux faits surprenants se distinguaient. La personne supervisant l'administration de son studio était sa nièce, Gina Romano Bianchi, une amie de Laura que je n'avais rencontrée qu'une fois et jamais à Chicago, connue de moi sous son nom de femme mariée, Gina Bianchi. De plus, Pierrot était mort dans un accident de voiture le 1er septembre de l'année précédente, et son service commémoratif à Chicago, avant que son corps ne soit envoyé à son lieu d'inhumation ancestrale en Italie, a eu lieu le 6 septembre. Le timing semblait hautement coïncident, Laura étant devenue émotionnelle autour du 2 septembre, soi-disant en raison de son sentiment de vide, et de son voyage de shopping à Chicago avec les filles du 5 au 8 septembre. Bien que je ne sois pas un scientifique, je détiens un diplôme de maître en chimie d'une des 10 meilleures écoles du pays, ce qui me permet de rassembler les pièces. Malgré cette réalisation écrasante, la seule explication plausible était que Laura avait eu une véritable liaison amoureuse avec Piero Romano pendant au moins 10 ans, et mes filles en étaient conscientes. Un autre détail intrigant est apparu. Une exposition à Chicago des œuvres les plus célèbres et stimulantes de Piero, y compris celles appartenant à des collectionneurs privés et certaines jamais vues publiquement auparavant, était prévue pour le 16 avril, 3 semaines après la découverte de cette information. J'étais sûr que Laura effectuerait un voyage d'affaires à Chicago à cette période, malgré le 18 étant mon anniversaire et l'exposition étant probablement le lieu où les photographies de la caisse livrée à notre maison 2 semaines auparavant seraient exposées. Je n'ai jamais ressenti un désir aussi fort dans ma vie de concevoir un plan pour confronter ma femme infidèle et mes filles déloyales. À cause de ma colère initiale, que je devais réprimer pour exécuter mes intentions, je devais organiser un voyage d'affaires. Pour la nuit où j'ai découvert l'information incriminante et les 2 nuits suivantes, j'ai laissé un message sincère sur le répondeur du travail de Laura m'excusant profondément et promettant de me rattraper avant de préparer ce dont j'avais besoin pour un séjour de 3 nuits dans un hôtel local. La première partie de mon plan consistait à préparer tous les documents nécessaires au divorce à signifier et à déposer une fois que j'aurais la preuve attendue. La deuxième partie consistait à trouver un moyen de faire venir quelqu'un pour filmer l'exposition de Chicago le jour de son ouverture, le 16, qui était sur invitation uniquement. La troisième partie se concentrait sur l'organisation de mes affaires pour sécuriser le plus de biens matériels et de fonds possible. Mes sentiments envers Laura étaient indifférents, et j'étais très proche de ressentir la même chose pour Grace et Angela. La quatrième partie concernait la revanche ultime, même après la conclusion du divorce. La première partie ne posait pas de problème. J'ai obtenu une recommandation pour un bon avocat en divorce, Gail Schiff. Elle m'a conseillé sur tout ce que je devais faire, et malgré sa recommandation pour des différences irréconciliables comme motif, elle a été disposée à procéder à une infidélité prolongée. Gail avait juste besoin d'un minimum de preuves avant qu'elle puisse déposer les documents, que je m'attendais à lui avoir le matin du 17. Elle pouvait arranger la signification sur Laura par un agent des forces de l'ordre autre que celui du shérif du comté, ainsi qu'un serveur de processus privé, pour enregistrer les événements lors de la dernière nuit de l'exposition, le 18. Pour la deuxième partie, j'ai rassemblé autant d'informations que je pouvais sur les experts en art, ayant quelconque lien avec Chicago. J'ai trouvé un jeune expert en art nommé Roberto Milan, essayant de construire son entreprise. Je suis allé le voir à Chicago, j'ai discuté avec lui pendant presque une journée entière. Roberto connaissait le travail de Piero et était certain de pouvoir obtenir une invitation à l'ouverture le 16, pas opposé à filmer les photos qui m'intéressaient, à l'aide d'une petite caméra HD cachée que je lui ai donnée. Il a exprimé sa conviction qu'il pourrait fournir une évaluation approfondie des photos que j'anticipais. Ces derniers mots exprimant le désir d'affirmer ses compétences pour se faire un nom dans le monde de l'évaluation artistique m'ont convaincu de l'engager. Pour un segment des parties 3 et 4, j'ai encaissé 2 obligations au porteur de notre coffre-fort, pour un total de $25 000. Je ne me rappelais pas si Laura était au courant, et elle ne le saurait certainement plus maintenant. Elles valaient ensemble environ $25 000. Pour un autre segment de la partie 3, j'ai fourni à mon avocat une liste complète de tous nos actifs, y compris une évaluation de notre maison. J'ai pris des photos de tous les bijoux de Laura et de tout le contenu de notre coffre-fort, à l'exception des obligations au porteur, et j'ai fourni à mon avocat des relevés bancaires, des numéros de carte de crédit et des achats en cours. En tant que petit segment de la partie 4, le dernier jour de mon absence supposée, je me suis faufilé dans la maison. Pendant que Laura était au travail, j'ai pris un marqueur magique et effacé mon visage de chaque photo dans la douzaine ou plus d'albums qu'elle avait compilés au fil des ans. N'ayant jamais examiné les albums dans leur intégralité auparavant, j'ai été surpris de constater que j'apparaissais dans pas plus de 15% des photos. J'ai également découvert 2 photos inédites qui,
même si je les avais croisées auparavant, j'aurais probablement jugé innocentes. Elle montrait Laura, Gina, Grace, Angela, et notamment, Pierrot. J'ai fait des numérisations et photocopies de haute qualité de ces photos avant de les retourner dans l'album, marquées d'un marqueur noir à travers elles, avec une flèche pointant vers Pierrot, et une légende déclarant qu'il était l'amour de la vie de Laura. 2 jours après mon retour du voyage d'affaires, Laura m'a informé qu'elle devait se rendre à Chicago du matin du 15 au soir du 19. Exprimant ma déception de ne pas passer mon anniversaire ensemble, j'ai suggéré de l'accompagner, et elle a habilement repoussé, affirmant que c'était uniquement professionnel. Elle a promis de m'emmener dans un complexe en bord de mer le week-end suivant, affirmant qu'elle me ferait vivre quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Suivant cette déclaration d'un baiser, à ce moment-là, je considérais qu'elle était une fan de $3, donc je m'en suis juste donné à cœur joie. Elle a légèrement fait une grimace et n'était visiblement pas satisfaite, mais a fait semblant que c'était le cas, affirmant que ce n'était qu'un aperçu de ce qui allait arriver, chérie. Pour toutes les parties 1, 3 et 4 de mon plan, il y avait un aspect particulièrement risqué, cependant le reste, surtout après être devenu à l'aise avec et avoir engagé l'expert en art, je pensais que tout tomberait en place. L'aspect risqué impliquait de parler à Grace. Décidant que j'avais besoin d'un face-à-face avec elle, dès que j'ai déposé Laura à l'aéroport le matin du 15, j'ai conduit les environ 180 miles de Columbus à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, où Grace étudiait le génie chimique. Pourquoi Grace et pas Angela? Bien que les deux filles tissent davantage leur mère que moi, Grace me ressemblait de loin le plus, du moins en ce qui concerne le fonctionnement de son cerveau, plus qu'Angela. Ni Angela ni Laura n'auraient jamais pu considérer un champ d'études en génie chimique, étroitement lié à mes diplômes en chimie. De plus, Grace avait plus de mal à mentir que soit Angela, soit Laura, et bien que son fait de ne pas m'informer de l'affaire amoureuse de Laura avec Pierrot ne suggérait pas le contraire, elle semblait davantage préoccupée par une famille nucléaire que ne l'était Angela. J'ai appelé le téléphone portable de Grace lorsque j'étais à environ mi-chemin, et elle semblait réellement excitée de se rencontrer. Je lui ai dit que je l'emmènerais pour un déjeuner tardif dans un vrai restaurant. Nous nous sommes rencontrés dans le restaurant de son choix, à environ 1 mile du campus, et avons obtenu une cabine isolée. Après notre repas, j'ai informé Grace qu'il s'agissait d'une affaire très sérieuse que je devais discuter avec elle, et elle a affiché une expression perplexe. Avant de continuer, j'ai demandé son assurance de ne pas divulguer notre conversation à qui que ce soit, y compris à sa mère et à Angela, jusqu'au lendemain de mon anniversaire. J'ai demandé sa promesse, levant ma main dans la position de juré. Elle semblait surprise et commenta que cela semblait sérieux. « D'accord, papa, je promets », jure-t-elle, levant la main et essayant de forcer un sourire. J'ai ensuite révélé que j'avais appris l'implication de ta mère avec Piero Romano, et que j'envisageais la possibilité d'un divorce. « Oh non, papa !» s'exclama-t-elle, en couvrant sa bouche avec sa main, des larmes s'emplissant instantanément ses yeux. J'ai continué. Il n'y a qu'un espoir. J'ai besoin de rassembler toute l'information que tu as à son sujet, et j'ai besoin que tu subisses un test ADN. Quoi? S'exclama-t-elle, presque à 2 doigts d'une crise émotionnelle. Remarquant que le restaurant n'était pas l'endroit approprié, j'ai demandé à nous rencontrer à l'extérieur, puis nous irons à ma voiture une fois que je réglerai l'addition. J'ai trouvé la serveuse, payée en espèces avec un pourboire de $1,20, et j'ai découvert Grace, encore en larmes sur le trottoir. Une fois dans ma voiture, je sentais le besoin de démêler les choses. J'ai dit à Grace que la survie de notre famille dépendait de son ouverture. Pendant un bref moment de larmes où elle peinait à s'exprimer, et avec moi simplement les regardant, elle a commencé à partager. Elle a révélé qu'elle ne réalisait pas que maman était impliquée avec Pierrot, ou oncle Pierrot, comme nous devions l'appeler, avant l'âge de 12 ans, malgré les démonstrations d'affection chaque fois que nous étions à Chicago, surtout à Noël. Grace a pris conscience de cela à travers des remarques d'Angela. Angela le savait avant elle, mais Grace manquait de la sophistication pour comprendre. Lorsqu'elle a confronté maman, maman a expliqué que c'était une affaire d'adultes. Elle a expliqué qu'elle aimait 2 hommes et a insisté sur le fait que je le comprendrais en grandissant. Maman a souligné que je ne devrais jamais en savoir quoi que ce soit, car cela pourrait entraîner la fin de notre famille, car on me considérait comme trop insensible. C'est le mot qu'elle a utilisé pour comprendre de telles complexités. Ainsi, j'ai été promis au secret. Grace s'est encore effondrée un moment et a ensuite continué à raconter ses expériences. Elle a partagé qu'elle avait espéré que les funérailles de Pierrot marqueraient la fin de tout cela et que je ne découvrirais jamais la vérité. Cependant,
Après que maman ait fait une scène près du cercueil de Pierrot, Grace l'a confrontée à nouveau. Elle a dit à maman que si elle sautait dans les bras de quelqu'un d'autre, elle révélerait toute l'histoire à moi. Maman a réprimandé Grace, se demandant comment elle pouvait la considérer comme une traînée. Maman a affirmé qu'elle avait aimé Pierrot et moi, affirmant qu'il n'y aurait personne d'autre. Elle avait simplement besoin d'honorer la mémoire de Pierrot. Grace lui a cru et a prié pour que le jour où je découvre cela ne vienne jamais, convaincue que maman ne s'engagerait pas dans un autre amour ou même une liaison. J'ai recueilli d'autres détails jusqu'à ce que je sente qu'il serait contre-productif de pousser plus loin. Elle était dans la souffrance, exactement comme je l'avais anticipé. Lorsque j'ai révélé le second motif de ma visite, j'ai exprimé mon espoir de réconcilier avec la mère de Grace en me basant sur les informations qu'elle avait partagées. Cependant, j'avais besoin d'une chose de plus pour plus de clarté. J'ai demandé à ce que nous soumettions tous les deux des échantillons ADN pour déterminer si elle était ma fille biologique. Grace a pleuré, s'opposant, insistant sur le fait que j'étais son seul père. Je sais que je suis ton père, les rassurer, mais je dois savoir si je le suis aussi par le sang. Malgré ses protestations, elle a finalement accepté. Je lui ai remis la lettre dans l'enveloppe adressée au laboratoire et la lui ai scellée. Les instructions consistaient à envoyer les résultats directement à Grace ainsi qu'à moi. En la ramenant à l'université, elle a observé pendant que je déposais l'enveloppe dans une boîte aux lettres pour Express. Lorsque nous nous sommes embrassés au revoir, elle m'a supplié de pardonner à maman et de faire en sorte que ça marche. J'ai expliqué que je ne pouvais pas promettre ça pour le moment, car je ne mens pas comme elle le fait. Cependant, j'ai reconnu que Grace avait fait sa part pour augmenter les chances que cela fonctionne. Je lui ai rappelé de ne parler à personne de notre conversation avant le 19 au plus tôt. Elle m'a assuré avec un sourire puis a hésité en mentionnant une dernière chose. Elle a expliqué que maman et Angela assisteraient à une exposition de Chicago des œuvres de Pierrot, dont certaines présentaient des photos de maman, le jour de mon anniversaire. Elle a précisé les excuses de maman pour un moment aussi malheureux, mais a clarifié que maman devait y assister car des œuvres héritées de Pierrot en vertu de son testament seraient exposées. Maman voulait aussi que Grace se joigne à nous, mais elle avait trop de travail scolaire. J'ai souri et répondu calmement, « Je sais, merci d'être honnête. » Après un autre câlin, elle est partie. Sans qu'elle le voie, j'ai laissé échapper des larmes, réalisant que ma relation avec Angela était maintenant aussi morte que celle avec Laura. Je n'avais pas encore décidé si je pouvais la sauver avec Grace. Grace ignorait que j'avais enregistré notre conversation dans la voiture. Il y avait une chose que Grace ne savait pas et qui lui causerait de la douleur, et qui était un segment de la partie 4 de mon plan. Les écouvillons que j'ai mis dans l'enveloppe qui était censée être la mienne appartenaient à un concierge d'origine italienne qui travaillait dans mon immeuble de bureau, quelqu'un avec qui j'avais été amical au fil des ans. J'ai promis de payer pour qu'on détermine son ascendance en cadeau d'anniversaire pour lui. Il n'a même pas demandé pourquoi j'avais besoin de 3 écouvillons au lieu d'un seul pour cela. L'échantillon que j'ai envoyé pour tester son héritage a montré qu'il était plus de 80% italien, avec quelques contributions mineures d'Europe de l'Est et de l'Ouest, ce qui l'a rendu heureux. Pourquoi ai-je mis l'ADN d'un Italien dans ce qui devait être testé à ma place? Parce que je voulais que tout le monde souffre. La raison pour laquelle j'ai utilisé un Italien, c'est qu'au cours des tests ADN, ils peuvent découvrir l'héritage des 2 contributeurs, même en comparant 2 jeux. Et comme Pierrot était italien, je voulais que tout le monde conclue qu'il était le père de Grace, et si je pouvais l'arranger, d'Angela aussi. J'ai croisé les doigts, espérant que Grace ne lâcherait pas l'affaire. Je lui ai parlé au téléphone les 16 et 18, et elle m'a assuré qu'elle ne l'avait pas fait. Et comme je n'avais pas entendu parler de Laura, j'étais sûr que c'était vrai. Vers 23h le 16, Roberto Milan m'a envoyé par email des photos des parties pertinentes de l'exposition Romano. Elle me blessait plus profondément que je ne l'aurais pensé. Je tremblais comme une feuille en sanglotant en les découvrant. Il y avait une série de 10 photos, augmentant en taille du premier au dernier, toutes avec des caractéristiques distinctives de Romano, y compris les 2 dernières avec les brillants effets Romano Abilita Artistica. La série était intitulée Natale à mort. Ce qui m'a commencé à briser ce furent les 2 premières de la série, qui montraient 2 filles en arrière-plan d'une photo d'une femme qui était indéniablement Laura. Bien que les visages des filles soient flous, il n'y avait aucun doute d'après leurs cheveux, ce qu'elles portaient, des cadeaux de Noël de ma mère, et les tailles relatives qu'il s'agissait d'Angela et Grace quand elles avaient environ 9 et 11 ans. Dans la deuxième photo des 2 premières, une partie du corps de Laura était exposée, et elle avait ce qu'on pourrait appeler un regard de canard. Les 3 suivantes de la série montraient Laura de moins en moins vêtue, jusqu'à ce que dans la dernière, elle était,
eh bien, vous pouvez imaginer. La deuxième série commençait à nouveau par une photo où les filles étaient en arrière-plan, cette fois un peu plus âgées, avec les 4 dernières progressivement plus osées jusqu'à l'avant-dernière, qui avait Laura dans une pose exceptionnellement suggestive, et la dernière où l'implication claire était qu'elle venait d'être pléthorique et était dans le bonheur. Après avoir vomi, bu du soda au gingembre, et eu une bonne pleure, j'ai regardé les photos à nouveau. Si elles ne brisaient pas mon cœur, je devrais dire que les 2 dernières photos étaient probablement les meilleures de leur genre que j'avais jamais vues. J'ai lu le texte accompagnant le rapport de Roberto Milan. Je suis désolé, je sais que cela va être dur pour vous. La collection vaut un minimum de $300 000, plus probablement $500 000. La photo avant-dernière seule rapporterait de 125 000 à 175 000 $ si elle était vendue séparément. Les 2 dernières photos sont la meilleure exécution des effets Romano Habilita Artistica de l'histoire. Pas seulement de mon avis, mais aussi de celui d'au moins 4 autres experts en art et critiques d'art que j'ai entendu en parler. J'ai demandé à Gina si elles étaient à vendre. Elle m'a mis en contact avec le propriétaire selon le testament de Pierrot, pas étonnant, Laura. Laura a dit qu'elles n'étaient pas à vendre en ce moment parce qu'elles étaient inestimables, et les 4 où elle était complètement dénudée ne seraient pas vendues avant son décès. Je ne voudrais pas que le grand public, et surtout mon mari, me voie comme ça tant que je suis vivante, a-t-elle dit avec un rire en ajoutant surtout mon mari. Mise à jour, j'ai envoyé l'enregistrement numérique des paroles de Grace, avec les photos et les mots de Roberto, par email à mon avocat, Gail Schiff. Elle m'a contacté à 7h30 le matin du 17. Je lui ai transmis que ma demande de divorce était clairement justifiée, citant l'infidélité. Je l'ai informé qu'un agent des forces de l'ordre servirait Laura la nuit suivante au gala. J'ai ajouté, il y a une chose que je dois ajouter, et j'ai mentionné que je le déposerai pour qu'elle puisse l'inclure lorsqu'elle le communiquait au serveur de processus avec les papiers de divorce. J'ai remis une enveloppe, adressée à Angela, à Gail. Elle contenait une lettre de ma part, un écouvillon de l'ajout du concierge italien, un récipient avec un nouvel écouvillon, et une enveloppe avec des frais d'expédition express, adressée à un laboratoire ADN, accompagnée d'instructions. La lettre à Angela transmettait le message que s'il y avait un espoir pour une future relation entre nous, elle devait se prélever un échantillon à l'intérieur de sa joue, le placer dans l'enveloppe adressée au laboratoire ADN avec mon écouvillon déjà à l'intérieur, et l'envoyer par courrier express. Le laboratoire avait des instructions pour envoyer les résultats directement à elle à l'école et à moi. J'ai souligné que même si elle ne désirait pas une relation future, elle devait tout de même se conformer. Si elle ne le faisait pas, j'ai clairement déclaré que je veillerais à ce que nos finances soient bloquées pendant des années. La conduisant à dire adieu à la scolarité, à la chambre et au pensionnat, et aux dépenses pour la fin de sa 3e année et sa 4e année dans l'université privée coûteuse qu'elle fréquentait. J'ai fait valoir que même si ses sentiments pour moi correspondaient à ses actions et inactions passées, il était dans son intérêt de faire ce que je demandais. J'ai mentionné que Grace avait déjà obéi. La lettre était signée « Votre père, Grand Austère ». J'étais content de ne pas être là lorsque la réalité a frappé à Chicago pour mon anniversaire. Le serveur de processus a rapporté à Gail que Laura et Angela étaient toutes sourires en discutant avec le public vers 21h le 18. Elles étaient perplexes lorsqu'elles ont reçu les enveloppes de l'agent des forces de l'ordre alors que le serveur de processus était là pour prendre des photos. Elles ont ouvert les enveloppes sur place. L'agent des forces de l'ordre est parti, mais le serveur de processus est resté, prenant plus de photos jusqu'à ce qu'il soit expulsé. Les photos qu'il a envoyées par email à Gail et à Gail me montrent Laura s'enfonçant de plus en plus dans le sol, finissant finalement en position fétale, et Angela d'abord abattue, puis en colère, puis essayant de s'occuper de sa mère allongée. Angela m'a appelé le matin du 19. Après avoir exprimé son dégoût face à la façon dont j'avais géré la signification des papiers, j'ai répondu fermement, utilisant un langage que je n'avais jamais utilisé avec elle auparavant, exprimant que c'était difficile et qu'elle devrait le dire à quelqu'un qui s'en soucie. Suite à cela, elle a déclaré qu'elle n'était pas encline à faire le test ADN. D'un ton sarcastique, j'ai remis en question pourquoi elle ne voudrait pas découvrir qui est son vrai père biologique, par opposition à celui qui avait été là pour elle toutes ces années. Elle a répondu en affirmant que je suis son père. En réponse, j'ai exprimé mon incertitude, déclarant que peut-être je le suis, peut-être pas. Cependant, j'ai souligné qu'une chose est certaine. J'ai déjà donné l'ordre à mon avocat de geler tous les comptes de sa mère et les miens. Je lui ai assuré qu'il n'y aurait pas d'argent pour son éducation ou ses frais de subsistance, puisqu'elle a 20 ans, à l'avenir, sauf si elle envoie cette enveloppe avec son prélèvement de joue. Maintenant que j'y pense,
je lui ai mentionné que j'aurais besoin d'une vidéo d'elle en train de se prélever un échantillon, de le mettre dans l'enveloppe, et de l'envoyer, tout cela en même temps, pour que je la croie. Cela était dû au mensonge qu'elle m'avait raconté au fil des ans. J'ai souligné que je ne lui avais pas menti. Elle a répliqué, soulignant que je n'avais pas dit la vérité entière, car ma sœur aurait ses frais de scolarité payés. J'ai exprimé mon mécontentement, déclarant qu'elle semblait aussi désagréable que sa mère et que je n'avais aucune intention de perdre du temps à en discuter davantage car cela me dégoûtait. Je lui ai donné un ultimatum, soit faire ce que je dis et m'envoyer la vidéo, soit cela serait la dernière conversation que nous aurions jamais dans sa vie. Ensuite, j'ai raccroché le téléphone de force. C'est satisfaisant d'avoir une ligne fixe où claquer le combiné fait une déclaration, contrairement à un téléphone portable où appuyer sur le bouton rouge n'a pas d'emphase. La mère n'a pas tenté de m'appeler du 18 au 21. Elle avait probablement retardé son retour à Columbus de 2 jours, se consolant avec sa proche amie Gina. L'excitation de l'exposition le 18 a fait son chemin dans 2 journaux locaux de Chicago, avec une photo de Laura, apparemment fournie par le serveur de processus. Au milieu de l'envie d'expulser le contenu de mon estomac, j'ai trouvé un certain amusement. Il était évident que Laura avait visité la maison, que je ne considère plus comme un foyer, le 22. J'en ai déduit cela en voyant que l'enveloppe que j'avais laissée sur la nouvelle porte d'entrée, renforcée en acier et avec une serrure changée, semblable aux portes latérales et arrière, avait disparu. Le message de mon avocat sur mon téléphone portable indiquait la nécessité d'une discussion. L'enveloppe était adressée à Ville du Kingslot, une supposition que je crois que Laura reconnaîtrait. Mon bref message à l'intérieur transmettait « Et, contacte ton avocat concernant la récupération de tes affaires personnelles. Plus nous nous débarrassons de la maison et concluons notre mariage trompeur, mieux c'est. Je résisterai à toute tentative de ta part de revenir dans cette maison jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Fais un peu de bonne volonté pour une fois dans notre relation burlesque. Et ne résiste pas. Bien que des raisons économiques semblent être ta seule motivation, étant donné ton manque d'amour ou de respect pour moi, ton ex jadis naïf, Grant. PS Les portes sont piégées. Toute entrée non autorisée mettra le feu à tous vos albums de famille précédents. Il a fallu une audience au tribunal avec les avocats pour que quelque chose soit réglé concernant les arrangements de logement. J'aurais probablement pu obtenir exactement ce que je voulais si je n'avais pas mis ce PS sur la note au slot, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Nous avons finalement, par le biais de nos avocats, convenu que nous quitterions tous les deux la maison et qu'elle serait immédiatement mise sur le marché, le montant de nos frais de logement temporaire étant pris en compte dans la division des actifs. Laura a essayé d'être difficile dans les négociations financières, mais elle n'avait aucun pouvoir de négociation parce qu'elle avait acquis précieuse photographie de Pierrot alors que nous étions encore mariés. Lorsque j'ai exigé 5 photographies, elle pouvait en choisir une, puis moi, etc., jusqu'à ce que les 10 soient répartis. Selon son avocat, elle est devenue hystérique, surtout que d'ici là, elle avait vu comment j'avais retouché les albums photos de la famille. À l'insistance de Laura, nous avons pris l'évaluation des photographies de Roberto, une faite par un expert qu'elle avait engagé et une par un expert neutre. De manière hilarante, celle de Roberto était la plus basse, lui coûtant $200 000 de plus que si elle avait accepté son évaluation. Comme cela diminuait sérieusement ce qu'elle finirait par obtenir, elle m'a offert 2 des photographies qu'elle avait choisies. Cependant, elle a retiré cette offre lorsque j'ai fait dire à mon avocat à celui de Laura que j'acceptais tant qu'elle les faisait livrer au stand de tir local et qu'elle regardait ce que j'en faisais. Lorsque tout a été dit et fait, au moment où les procédures de divorce ont été conclues, Laura est restée avec ses effets personnels, la moitié des meubles et un quart du prix de vente de la maison, rien d'autre, y compris pas de pension alimentaire, mais une peine de prison suspendue, plus à ce sujet plus tard. Nous avons convenu de payer conjointement tous les frais universitaires de Grace et d'Angela jusqu'à leur graduation, mais rien de plus que cela. Quant à Angela et Grace, comme prévu, les résultats de l'ADN ont montré qu'elles n'étaient pas mes filles biologiques. Cela a tellement enragé Laura qu'elle a failli avoir un AVC. J'ai parlé à Grace à ce sujet, pas à Angela, qui avait obéi à mes demandes uniquement pour obtenir le paiement de ses frais universitaires et qui apparemment était heureuse de ne pas avoir de relation future avec moi. Ma fille a transmis que sa mère prétendait que les résultats du test ADN étaient incorrects. Selon elle, maman affirmait que pendant son mariage avec moi, elle n'avait eu de relation étroite avec personne d'autre que moi et Pierrot. De plus, elle insistait sur le fait qu'elle n'avait même jamais rencontré Pierrot avant la naissance de notre fille. J'ai répondu en demandant pourquoi, si tel était le cas, le père de notre fille avait une ascendance italienne comme Pierrot,
tandis que mes liens familiaux sont entièrement néerlandais des deux côtés. J'ai exprimé mon scepticisme, soulignant que sa mère avait prouvé qu'elle était une menteuse pathologique tout au long de notre relation de plus de 24 ans, me trompant sur son amour pour moi. Malgré tout cela, elle a mentionné que sa mère désirait un autre test ADN. J'ai expliqué à mes enfants que le test ADN n'allait pas avoir lieu plus qu'elle n'était pas mineure et que cela n'avait rien à voir avec le divorce. J'ai clarifié que je voulais simplement connaître la vérité dans mon esprit et que je voulais qu'elles en soient toutes deux conscientes. Je leur ai rappelé qu'elle m'avait vu me prélever un échantillon, mettre l'écouvillon dans l'enveloppe, puis l'envoyer. En réponse à la demande de ma fille, j'ai mentionné que le désir de sa mère d'une conversation en face à face n'était pas quelque chose que j'allais envisager. Pour ignorer ses demandes répétées. Je lui ai demandé pourquoi j'aurais la moindre raison d'engager une conversation avec elle. Ma fille m'a supplié de ne pas utiliser des termes péjoratifs pour sa mère et a exprimé son amour continu pour elle malgré ses défauts. Elle m'a demandé en faveur de lui parler pendant 1 heure. J'ai convaincu à Grace que je ne pouvais pas accéder à sa demande. Bien que je l'ai pardonnée et que je désire maintenir une relation avec elle, j'ai clairement fait savoir qu'il n'y avait rien, absolument rien, qui me pousserait à engager une conversation avec sa mère. Maintenant, pour la peine de prison suspendue de Laura et le fait qu'elle reçoit seulement un quart des bénéfices de la vente de la maison. Après ma conversation téléphonique avec Grace concernant le test ADN et le désir de Laura de discuter avec moi, elle a fait quelque chose de stupide. Je pensais qu'elle pourrait organiser quelque chose, alors je me suis équipé et ai marché avec un bouton panique relié directement à une entreprise de sécurité privée. Une nuit, une femme a frappé à la porte du condo que je louais pendant les procédures de divorce jusqu'à ce que les derniers détails financiers soient réglés. Je ne voyais pas les deux grands gars, et Laura, se tenant à l'écart lorsque j'ai regardé par le Judas. Dès que j'ai ouvert la porte, les deux grands gars ont fait irruption et m'ont attrapé, mais pas avant que j'ai appuyé sur mon bouton panique silencieux. Après avoir été saisi de force, ils m'ont tiré vers une chaise et m'ont attaché à celle-ci pendant que Laura entrait et que l'autre femme partait. Laura a exprimé des regrets d'avoir eu recours à de telles mesures, attribuant cela à mon refus de la rencontrer et de refaire le test ADN, qu'elle insistait pour dire qu'il était incorrect. Par la suite, elle a entamé une conversation avec des remarques optimistes, affirmant qu'elle m'aimait toujours et soutenant que son affection s'étendait également à Pierrot. Elle soutenait que son cœur était assez vaste pour englober l'amour pour tous les deux. Elle réalisait que nous étions au-delà du point de réconciliation, mais voulait juste se libérer de sa conscience. Pendant qu'elle me parlait, elle tenait un écouvillon. Évidemment, elle allait me forcer à donner un échantillon ADN. Cela l'irritait vraiment que je ne fasse aucune réponse verbale à quoi que ce soit qu'elle disait. J'ai refusé même de reconnaître sa présence, essayant au maximum d'éviter tout contact visuel. Heureusement, alors qu'elle était sur le point de faire ouvrir ma bouche par ses deux gros bras pour un écouvillon ADN, il y avait une réponse à mon bouton panique. La société de sécurité avait appelé la police, et 3 policiers, armes tirées, ont fait irruption dans la maison. Ils m'ont trouvé attaché, et l'un des malfrats avait des objets illégaux dans sa poche. J'ai expliqué la situation, les policiers ont ignoré la demande de Laura de simplement les laisser partir, ils ne voulaient pas de problème, et ils ont arrêté les 3. Le petit événement d'enlèvement n'a pas bien joué avec le juge dans nos procédures de divorce. Après avoir fait savoir que, si elle devait statuer, cela serait vraiment mauvais pour Laura, j'ai obtenu la division des actifs et d'autres considérations énoncées ci-dessus. Le tribunal pénal a eu pitié de Laura puisque c'était son premier délit. Elle a reçu une peine de 2 ans avec sursis et une amende de $10 000 qui provenait uniquement de sa part des actifs matrimoniaux. Les 2 gars n'ont pas si bien fini parce qu'ils avaient des antécédents louches. L'un a pris 1 an de prison avant que la libération conditionnelle soit possible et l'autre avec les objets illégaux a pris 5 ans avant que la libération conditionnelle soit possible. La partie 4 de mon plan ne s'est pas terminée lorsque le divorce a été finalisé. Bien que je n'admettrai ici ou ailleurs que j'y ai eu quoi que ce soit à voir. Juste le karma, c'est ce que je réponds toujours quand on me le demande. 18 mois après le divorce, j'étais en croisière dans les Caraïbes avec une belle divorcée de 32 ans qui adorait être traitée avec respect et richesse. Elle ressemblait trop à Laura à cet âge et était trop sexy pour que je cherche une relation permanente avec elle, mais elle était amusante à fréquenter même si elle m'épuisait en sortant. Pendant que je sortais pendant la croisière, l'appartement de Laura a été cambriolé alors qu'elle était au travail. L'endroit a été saccagé. Des objets ont été volés lors d'un braquage, y compris la 2e photo la plus provocatrice et la plus précieuse de Laura par Romano. Plus d'objets ont été détruits que volés, cependant,
y compris 7 des 8 autres photos restantes de Romano et tous les albums photos de la famille. À mon retour, je suis devenu un suspect. Bien qu'il fût impossible pour moi d'avoir commis le crime moi-même puisque j'étais sur un bateau à 2000 miles de là, Laura a insisté auprès des flics pour que je fasse payer quelqu'un pour le faire. Dès que les flics m'ont approché et ont insinué que j'étais un suspect, j'ai refusé de leur parler et cherché une représentation légale. Après avoir fouillé dans mes enregistrements téléphoniques et financiers, qui excluaient naturellement les 2 obligations aux porteurs encaissés qui n'ont jamais fait partie de la succession du divorce, ils n'ont trouvé aucune preuve que j'aurais pu payer quelqu'un pour l'acte. Aucune association n'a été trouvée avec quiconque capable de commettre de tels actes. 6 mois après leur premier contact avec moi, il semblait que les flics avaient pratiquement abandonné, même si je suis sûr que Laura a continué à les harceler. Une fois que le délai de prescription a expiré, j'ai organisé une fête, ma célébration où tout est finalement terminé, principalement fréquentée par des amis. Mes parents n'étaient plus en vie, mais mon frère, sa femme, mes 2 neveux, ma nouvelle conquête, Mélodie, les 2 enfants adultes de Mélodie, et Grace, son mari, et ma petite fille étaient présents. Je n'avais eu aucune relation avec Angela, je n'avais pas été invité à son mariage, et je n'y serais pas allé même si j'avais été invité. J'ai appris de Grace qu'Angela a été surprise en train de tromper son mari et qu'elle est dans les premières étapes d'une procédure de divorce. Laura a donné à Grace un ultimatum, soit couper tout lien avec moi ou avec elle. À la grande surprise de tous, y compris de moi, Grace m'a choisi, probablement parce qu'elle était convaincue que Laura était, comme je l'avais représentée, une menteuse. Pathologique. Plus important encore, Grace a reconnu la négativité de sa mère lançant sa relation avec son amant à la face de sa fille et les ayant forcés à mentir pour couvrir son infidélité. Grace ne voulait pas que ses enfants soient exposés à cette attitude. Une seule chose a causé des frictions entre Grace et moi au cours des 5 dernières années. J'ai divulgué la vérité sur les tests ADN. Elle a d'abord été contrariée contre moi-même à pardonner, tout comme je l'ai fait pour sa duplicité au fil des ans. Elle était en fait très heureuse que je sois son père biologique. Et j'ai fait un autre test ADN pour fournir une confirmation supplémentaire. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.